C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat et profondément humain, le discours en période de deuil. La République démocratique du Congo est fréquemment confrontée à des périodes de deuil, que ce soit en raison de catastrophes naturelles, de tueries de masse liées à des conflits ou encore de décès d'anonymes ou de célébrités. Dans ces moments de douleur collective, les discours qui émergent peuvent parfois minimiser la souffrance des victimes ou au contraire mettre en lumière certaines morts plus que d'autres, créant ainsi des tensions et des sentiments d'injustice. Ces discours, lorsqu'ils deviennent polarisants, peuvent dégénérer en discours dangereux, voire carrément en discours de haine, Babel. En effet, Poli, il est essentiel de comprendre comment ces discours peuvent affecter les familles endeuillées et la société en général. Certains estiment en effet que le décès des célébrités suscite plus d'empathie et d'attention que ceux des anonymes, victimes des conflits ou des catastrophes naturelles. D'autres se questionnent sur les hommages nationaux accordés à certaines victimes, mais pas à d'autres, créant ainsi un sentiment de disparité. Lorsque ces sentiments d'injustice sont exacerbés, ils peuvent conduire à la polarisation et intensifier des tensions souvent latentes. Et ceci à travers des discours haineux qui divisent davantage nos communautés polies. Pour en discuter, nous recevons Christian Moleka, politologue. Bonjour Monsieur Moleka. Bonjour. Et avec nous également le professeur Valentin Toumbois, psychologue. Bonjour professeur Toumbois. Bonjour. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec ce premier extrait de notre feuilleton radiophonique avec nos amis les étudiants. Mon ami Amani. Ouais. Mais je ne savais pas que tu savais danser à ce point. Mais depuis longtemps. Quel jeu des reins. Mbouta, tu n'as encore rien vu, mon ami. Attends d'ailleurs que je monte le volume. Ah oui, augmente. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser comme pas possible. Allez. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que vous faites? Pour rémuser vos os pendant que juste à côté, c'est le deuil du capitaine de l'équipe de basket qui est mort hier. C'est quoi ça? Où est le mal? Aman, vous n'avez pas honte? Quand on y boule, on a nous ça. Quoi? Qu'est-ce qui vous agite comme ça? On s'amuse, c'est interdit. Bah toi, tu dis amusé. Soyez quand même sérieux, les gars. Ne faites pas comme si de rien n'était. L'université est en deuil. Oui, bien, non, mais je vous parle. Oui, mais que l'université m'attend, les gars. Nous devons même organiser au sein de notre faculté pour collecter un peu d'argent pour contribuer à l'enterrement de l'étudiant qui est mort. C'est quoi ça? En tout cas, désolé, mais ce n'est pas à nous de le faire. Mais plutôt à l'université. Mais qu'est-ce que tu racontes? D'ailleurs, j'en ai rien à foutre. Donc, Abinyambi et Kitou, à coup fait sa village. Nous, lorsque nous avons perdu plusieurs étudiants de notre faculté suite à un accident de circulation, qu'est-ce qui a été fait? Voilà la bonne question. Qu'est-ce qui a été fait? L'université n'a même pas réservé ne fût-ce qu'une journée de deuil en leur mémoire. Même pas un mot de réconfort à l'égard des familles de ces étudiants. Et puis vous venez tout à fait. Je me rappelle que nous, étant qu'étudiants de la faculté, étions nous-mêmes obligés d'organiser les obsèques. Sans aucun bilata et des mots, bilata moussa data moins. Ni preuve d'empathie de la part de l'université. Je ne comprends pas. Mais maintenant que c'est le capitaine d'une équipe qui est mort, il s'agit comme des lapins nous donnant des leçons de morale. Arrêtez de fêter. Soyons réalistes. Donc tu veux comparer la mort des simples petits étudiants vous avez entendu, à celle d'un grand capitaine de l'équipe de basket de l'université. Donc vous voulez donc dire qu'il y a des morts qui valent la peine et d'autres qui sont pris pour des objets de dernière main qui ne méritent aucune compassion? En tout cas, moi, ce langage est inacceptable pour moi. Ils doivent retirer ces propos. Qui? Non, vous allez retirer ces propos. Non, c'est déplacé.
Vous voulez dire qu'il y a des morts qui ne méritent aucune compassion, s'interroge cet étudiant dans cet extrait du sketch radiophonique. Monsieur Moleka, pourriez-vous commencer par expliquer en quoi le discours public et politique en période de deuil peut influencer les perceptions et les réactions des citoyens? Autrement dit, comment ces discours peuvent-ils créer des hiérarchies dans la valeur accordée aux vies perdues et éventuellement dégénérer en discours dangereux, Monsieur Moleka? Eh bien, les discours politiques peuvent se transformer en discours dangereux lorsqu'ils participent à construire une forme de sélectivité de ce que l'on peut appeler émotion à géométrie variable, à savoir les personnes qui doivent bénéficier d'une sorte d'émotion collective et d'autres non. Et lorsque ce discours participe à créer ces clivages-là, peut-être involontaires, eh bien, dans la perception de certains, on construit l'image de ce qui compte et ce qui ne compte pas. Alors qu'on devrait, en principe, et c'était le devoir des politiques, c'est leur devoir de construire une approche mémorielle qui fasse de tous les morts, particulièrement dans un contexte de conflit tel que nous le vivons depuis plus de 30 ans, de tous les morts et des éléments de la mémoire collective. De sorte que, par exemple, lorsqu'on met un drapeau à Berne, on sait qu'il y a eu un désastre national qui emporte tout le monde. Mais dès l'instant où cet élément de mémoire collective, qui doit être l'élément de cohésion, n'est pas célébré de manière assez équitable, eh bien, ça construit une sorte de sélectivité de ceux qui sont comptés, de ceux qui ne le sont pas. Et à la fin, ça sape le tissu émotionnel, le tissu social, et ça fragilise. Ça peut pas se faire uniquement au niveau au sommet. Et donc, il faut construire une forme de hiérarchisation de cette mémoire qui, même au niveau de la proximité, peut se réaliser par ceux qui incarnent l'ordre public, mais qui donne le sentiment que la République reconnaît ceux qui ont donné la vie pour lui ou qui ont connu un drame, et que solidairement, la République apporte son affect ou son soutien psychologique à ceux qui sont affectés. Mais dès l'instant où on ne le construit pas de manière systématique et de manière collective, eh bien, ça crée des hiérarchies, des morts, et malheureusement, c'est source de tensions et source de conflits. Et professeur Toumba, pouvez-vous nous éclairer sur les effets psychologiques que ces discours peuvent avoir sur les familles endeuillées et sur la société en général? Comment ces discours peuvent-ils s'aimer la division et conduire à des discours de haine? Oui, vous avez vraiment raison. Je félicite mon ami Moleka. Ce qui est vrai dans notre société, il y a l'inverse des valeurs. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est du fait que même la nature humaine elle-même n'est plus considérée comme telle. Et cet inverse des valeurs, pour banaliser tout, ça amène aussi à banaliser le deuil. C'est ainsi que nous pouvons trouver aujourd'hui les jeunes gens devant des problèmes de deuil auprès desquels on devrait avoir les sentiments de tristesse, mais on arrive à banaliser. Et M. Moleka a bien souligné, cette histoire, ça crée des conflits dans ce sens que, voici moi, je suis touché parce que j'ai perdu quelque chose de très cher, j'ai perdu un être très cher et je suis en deuil. Au lieu que vous puissiez me conforter, mais par contre, vous êtes en train de banaliser et vous êtes en train d'accorder l'attention à d'autres personnes, alors ça peut faire source de conflits. Et c'est comme ça que nous avons beaucoup de conflits, même dans notre société, du fait qu'on est arrivé à inverser le problème de valeur. Professeur Toumba, pouvez-vous revenir sur justement les effets psychologiques que ce type de discours peuvent avoir sur les membres des familles endeuillées? Donc, parmi les éléments de les comportements ou bien de revers qu'on peut constater pour ce genre de discours, ça peut faire susciter la rancœur. La rancœur dans ce sens que, voilà, nous avons été en deuil et nous avons suivi même dans les annonces comment les étudiants, ceux qui disaient que, voilà, nous avons eu des problèmes de deuil, personne n'a participé et nous avons fait ça nous-mêmes. Si vous aussi vous êtes en deuil, nous ne pouvons pas participer, nous ne pouvons pas compatir à votre malheur. Donc ça peut amener à ces comportements de rancœur. En dehors des problèmes de rancœur, ça amène un peu à la vengeance. Du fait que nous avons gardé cette attitude de non-participation de l'autre. Et nous aussi, en tout cas, nous allons venger.
lorsque vous aurez votre deuil, nous aussi, nous allons afficher les comportements de joie au lieu qu'il y ait un comportement de compassion ou bien de tristesse. Merci beaucoup, professeur Toumbouah, pour cet éclairage. Passons à présent à notre deuxième extrait du sketch radiophonique avec les étudiants pour illustrer ces concepts. Désolé, mais je vous dis que ce fameux capitaine de l'équipe de basket qui est mort là ne mérite même pas ses honneurs. Ah bon? Oui. Ah bon? Il ne mérite aucun honneur. Pourquoi? Vraiment, tu vous en faites trop en voulant l'honorer comme un dieu. Vous abusez. Alors qu'il n'avait rien fait de spécial à l'université. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Il ne faisait que bouffer les budgets sans même apporter une seule victoire. Yoka. Contrôlez vos dires quand même. Et alors, le minimum est de tenir un langage respectueux envers le défunt. Sinon, vous crachez sur sa mémoire. Exactement. Donc, les étudiants de notre faculté qui étaient morts ne méritaient pas le même respect. Vous aussi, arrêtez de dramatiser la situation. On ne dramatise rien. Là, vous dramatisez la situation. Voulez-vous donc qu'on demande à l'université de déclarer une semaine de deuil? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Les activités s'arrêtent pour la mort de quelques pauvres étudiants banals qui n'avaient aucune responsabilité au sein de l'université. C'est ça que vous voulez? Kitoko, arrête. Soit une semaine, il y a pause. Nous ne pouvons pas que vous manquez du respect. Je te répète, arrête avec ça. Vous voulez que la faculté s'arrête pour la mort de quelques pauvres étudiants. Nous avons entendu cela dans ce sketch, cet extrait de notre sketch. Monsieur Moleka, pouvez-vous nous donner à votre tour des exemples pratiques de discours inappropriés en période de deuil dans le contexte congolais et même ailleurs? Et quels ont été les impacts de ces discours sur la cohésion sociale et comment ont-ils pu dégénérer en discours de haine? Nous allons peut-être vous donner un cas assez précis. Nous, au niveau du Politoscope, nous avons produit la semaine dernière un rapport sur le bashing, le dénigrement, autour du deuil du pasteur Marcelo Tounassi. Et par exemple, lorsque ce pasteur-là, qui est assez connu dans l'opinion nationale, a perdu sa femme, il y a eu un débat assez ahurissant sur le choix du lieu du veillée mortuaire. Le pasteur avait choisi une église catholique, notamment la salle du collège Boboto à Kinshasa. Et il s'est fait que dans ses prêches antérieures, il avait en quelque sorte attaqué à l'église catholique. Et lorsqu'il les communiqués ont annoncé que la veillée mortuaire se tiendrait dans le chapiteau de l'église, de la salle du collège Boboto, les internautes ont tweeté qu'il avait mis sa femme dans l'antichambre de l'enfer, on rappelle aux propos qu'il avait tenus antérieurement. Et donc, tous les débats a tourné autour, il critique, mais il met sa femme dans l'antichambre de l'enfer, en telle enseigne qu'après quelques jours, l'Église a dû délocaliser les funérailles pour le ramener à l'y mettre dans son église. Et donc, on a vu une grande ligne de fracture entre ses fidèles et tous ceux qui étaient en quelque sorte plus sympathiques, proches de l'Église, qui s'attaquait à tout ce qui était assez critique vis-à-vis du choix du lieu. Et plutôt que de parler compassion et malheur et solidarité, les gens se sont divisés sur le lieu du deuil, que ce soit au stade Tata Raphaël, considéré comme construit par les catholiques, ou même sur le choix de la salle du collège Boboto, considéré également comme un bien des catholiques, alors que lui, comme pasteur, il a longtemps critiqué les catholiques. Là, on a eu vraiment un cas assez ahurissant du fait que plutôt que de faire preuve de compassion ou d'émotion, les débats étaient assez haineux et tournaient essentiellement autour d'une critique presque systématique et dénigrement à la fois des lieux, à la fois des choix, des discours, ou même encore sur les prétendues raisons de sa mort. Parce qu'on a tout eu un débat autour des raisons qui auraient entouré ou des mystères qui auraient entouré sa mort. Et plutôt que d'avoir des gens qui partageaient la douleur, on a vu un dénigrement systématique de l'opinion sur les mystères entourant toute sa mort. Et même des hommes qui ont fait de buzz autour des émissions Internet pour ne papoter qu'autour des commérages, autour de la mort. Et là, on a encore vu qu'effectivement, comme le disait le professeur, on a tellement perdu l'empathie, on a tellement perdu cette solidarité émotionnelle
que toute occasion qui devait être en principe au moment où, lorsqu'une vie tombe, que les gens puissent se recueillir parce qu'une vie part, quel que soit qu'on partage ou non ses points de vue, on a vu qu'à l'occasion où une vie tombait, on avait davantage de polémiques, de buzz, des discours de haine, des divisions, qui était plutôt un moment de recueillement et de rassemblement de l'opinion. De manière assez précise, on a vu un autre pasteur, Denis Lessi, qui a tenu des propos considérés comme haineux ou critiques sur net, sur YouTube notamment, mais qui n'a pas pu se rendre au deuil parce que les fidèles de l'église du pasteur qui avait perdu sa femme ont dit que si on le voyait au deuil, tout du moins, fidèle, tout ce qui partageait ces moments-là des douleurs, si on le voyait au deuil, on le tabassait. Et l'égard n'a pas pu se rendre au deuil parce que la violence virtuelle a été rattrapée dans la vie réelle. Donc, il n'y a pas des coupures. On a un cycle de violence qui peut partir du verbal vers la violence physique. Merci beaucoup, Monsieur Moleka, pour cet éclairage. Je me tourne à nouveau vers vous, professeur Toumbouah. D'un point de vue psychologique, pourquoi est-il important de traiter chaque perte humaine avec le même respect et la même empathie? Autrement dit, comment est-ce que les discours qui minimisent certaines pertes peuvent-ils aggraver le traumatisme des familles et des communautés et même déclencher des réactions violentes, professeur Toumbouah? Oui, je viens d'abord à la question que vous avez posée à M. Moleka. Vous savez que dans notre société, nous avons un document que nous avons écrit sur la clinique de la société congolaise Bahanoyak. Nous sommes dans une société où on est content parce que l'autre est en souffrance. Et lorsqu'on trouve que la souffrance se trouve chez l'autre, on cherche comment l'accentuer vraiment pour le plonger dans la souffrance. Donc on persécute l'autre. Dans la clinique de la société congolaise Bahanoyak, l'agressivité, c'est ce qui est devenu comme étant aussi un mode de vie, un style de vie. Et dans cette agressivité, il y a l'agressivité qui a été verbale et qui a été virtuelle. Et voilà, le lien, ça fait transposer par rapport à des violences même physiques lorsqu'on promettait qu'on devrait tabasser le pasteur. Moi, je n'ai pas voulu trop singulariser le débat. Moi, je vois la société dans son ensemble qui est peint vraiment avec un tableau clinique qui est de la paranoïa. Maintenant, je reviens toujours à la même question pour dire que les comportements d'une société ou bien les caractéristiques des éléments dans la conduite d'une société, il y a ce qu'on appelle la participation. Donc, ça peut partir d'un individu et par après devenir comme étant un élément de l'ensemble de la société. Voilà, si hier, par exemple, le deuil était quelque chose d'important parce qu'il faut vivre son deuil et lorsque vous allez vivre votre deuil, et c'est avec ça que vous allez sortir maintenant avec des comportements ou le chef des comportements nouveaux. Et pour que vous puissiez combattre cela et vous adapter à des situations difficiles éventuelles qui peuvent arriver. Maintenant, dans notre société, lorsque un individu va appris à faire banaliser, à faire souffrir les autres parce qu'il préfère le voir dans la souffrance, et là, lui est dans la joie, et c'est devenu maintenant quelque chose de nous tous, lorsque dans la société, il y a des gens qui pleurent, mais il y a un autre groupe, au lieu de soutenir, de faire ressortir les autres, de les conforter, mais par contre, ils chercheront à aggraver pour que l'autre puisse souffrir. Donc, c'est l'effet qu'on appelle l'effet de la participation d'un élément pour arriver à un élément de la société. Maintenant, de ce que vous avez posé la question, le deuil, oui, le deuil est important. Psychologiquement, lorsque nous sommes dans les valeurs humaines, c'est mieux que la perte de quelque chose d'important, la perte d'une personne utile sur l'individu sur lequel vous avez investi. C'est normal que vous puissiez afficher un sentiment de tristesse. Et ce sentiment de tristesse, c'est mieux que vous puissiez le vivre et le vaincre. Sinon, lorsque vous allez faire passer, il y a ce qu'on appelle dans le réformement, ça va entrer dans les couches profondes de la personnalité et ça peut revenir de manière déformée comme étant des symptômes. C'est comme ça qu'on appelle, il y a des pathologies, il y a les deuils pathologiques. C'est dans ce sens-là que vous avez eu un deuil et de ce deuil, vous ne l'avez pas bien vécu et vous ne l'avez pas bien vaincu.
Et comme vous n'avez pas bien vaincu ça, et voilà, ça va se déformer pour amener à un comportement qui est un comportement morbide, qui est le deuil pathologique. Donc ça peut vous amener à manifester d'autres troubles. Merci, professeur Toumba. Voyons maintenant comment nos amis les étudiants ont assimilé ces informations avec notre troisième extrait. S'il vous plaît. Augmentez le volume. Amani, vous rêvez ou non? Toi, s'il te plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut maintenant arrêter de se disputer? S'il vous plaît, je ne vois pas ce dont on va gagner. Oui, c'est bien Kitoko qui est à la base de tout ceci. À cause de ses propos irrespectueux envers nos morts. Exactement, nous étions choqués par ces propos qui montrent de l'indifférence face à la mort de ces étudiants qui étaient de notre faculté. Ce qui est le plus choquant est de pouvoir faire la fête au moment où il y a des à côté. Place la télé. Comment mais ce n'est pas quand même aussi grave que ce que tu as dit en minimisant la mort des nôtres, hein? Jusqu'à insinuer qu'il n'était pas important au campus. Vous trouvez ça normal? Moi j'ai dit ça. Mais c'est ce que tu as dit, non? Je n'aime pas ça. Le fait de réclamer que le deuil soit tenu d'égal à égal pour tous ceux qui meurent ne vous donnez pas non plus le droit de tenir des propos pour salir la mémoire du capitaine. Voilà. Écoutez, ce n'est pas le moment de rivaliser sur quelle mort mérite d'être pleurée plus que l'autre. C'est pas le moment. Parce que chaque mort est regrettable et nous devons tous respecter le moment de deuil au camp. Tu as parfaitement raison, Bouy. Je crois que nous sommes tous fautifs. Oui. Chacun à son niveau a eu tendance de minimiser la mort d'autrui. C'est ça. En tout cas, les gars, je regrette d'être tombé dans ce langage irrespectueux envers les morts. Mon Issamé, bon? Ça va. Écoutez, il faut qu'on comprenne que pour prévenir ce genre de tensions, tenons des propos respectueux envers tous ceux qui meurent et compatissons avec eux sans partialité. Tout à fait. En tout cas, tu as raison. Ouais, c'est ça. Comment vous pouvez faire la fête pendant qu'il y a un deuil à côté, demande l'un des étudiants. Monsieur Moleka, quelles sont les conséquences potentielles de la perception de l'inégalité des hommages nationaux et des discours en période de deuil? Et de quelle manière est-ce qu'ils impactent sur les relations intercommunautaires, Monsieur Moleka? Mais parce que chacun de nous s'identifie à la nation, s'identifie comme un enfant appartenant à une grande nation. Auprès de qui on attend chacun à une sorte de justice sociale. Et dès l'instant où certains enfants de la nation s'estiment ne pas avoir la même attention affectueuse de la mère patrie, parce que c'est là qu'on utilise comme expression la mère patrie, eh bien cet enfant-là est frustré, il vit en repli de soi, il se dit qu'il est mal aimé et il a tendance à s'ostracier lui-même, à s'auto-exclure de la communauté en disant moi on m'aime pas, je ne compte pas pour ce pays, et ça renforce je dirais à la fois la distance sociale entre communauté et la nation et l'État, et ça renforce les formes d'exclusion sociale, d'exclusion communautaire, voire d'exclusion politique. Et ce sont ces sentiments-là qui demain remettent en question le vivre ensemble, qui remettent en question la cohésion et qui remettent même en question notre devenir collectif. Parce que quand certains citoyens estiment que la mère patrie ne leur accorde pas autant d'attention, eh bien cette frustration peut également s'exprimer en termes de violence contre la patrie, prendre des armes, utiliser des voix violentes, exprimer une forme de participation contestataire. C'est des formes d'expression de cette frustration, de non-identification à la nation. Et je crois que c'est l'intérêt de la République de savoir construire des mémoires autour de tous les morts, de tous les citoyens, de construire cette identification à la nation par des symboliques simples, à savoir mettre les drapeaux en berne, pour renforcer la cohésion de la solidarité et cette émotion communautaire, de mettre un drapeau sur un cercueil de ceux qui sont morts, ça conforte le fait que la nation
est reconnaissante pour votre mort, ou tout du moins la nation reconnaît qu'elle subit une perte. Merci, Monsieur Moleka. Professeur Toumboua, Monsieur Moleka vient de proposer quelques pistes, des solutions. Et de votre côté, qu'est-ce que vous proposez pour promouvoir des discours respectueux et équitables en période de deuil? Comment les médias, les écoles, les leaders communautaires peuvent-ils contribuer à cette sensibilisation et prévenir la dégénérescence d'un discours de haine? Oui, vous avez raison. Les inégalités sociales existent, c'est lié à la nature humaine. Tant que nous serons dans la société, les inégalités sociales existeront. Mais ce qui est vrai pour le cas d'espèce, pour le problème de deuil, nous pouvons réduire ou faire cette économie du mal lorsque nous allons revenir aux valeurs. Et les valeurs, il y a un petit exercice, vous pouvez poser la question même à ces jeunes étudiants, entre le professeur et les comédiens, qui vous aimez beaucoup? La réponse sera beaucoup plus facile pour dire peut-être que nous aimons des enseignants, nous aimons des professeurs. Mais lorsqu'il y a deuil, un professeur meurt, un artiste comédien ou musicien meurt, mais on trouvera que l'engouement sera plus accordé auprès de l'artiste par rapport à... Mais lorsque nous allons entrer au lieu d'être dans cette hypocrisie, alors en réalité, ils aiment plus les comédiens et aiment moins leurs enseignants. Bon, quand nous allons revenir par rapport aux valeurs, c'est-à-dire la vérité, au lieu d'être dans cette hypocrisie, dans ce que Freud disait, les sujets aimés haïssants, on aime l'enseignant, mais en réalité, on le haït. On aime bien le vrai, mais en réalité, on haït aussi le vrai. Lorsque nous allons commencer à remettre de valeurs, de vérité, lorsqu'on doit commencer à reconnaître que la nature humaine est sacrée, ce sera une bonne lutte, en tout cas, qui peut nous amener à réduire d'abord ces inégalités sociales et à réduire les problèmes de ce vécu du deuil qui est aujourd'hui banalisé, qui tombe souvent dans des commérages, qui tombe souvent dans la médisance et ainsi de suite, et aussi trouver qu'il y a un camp qui est en deuil, en souffrance, en tristesse, mais on trouve un autre camp par contre qui jubile et qui est beaucoup plus content et qui préfère d'ailleurs affoncer que celui-là puisse continuer avec sa souffrance. Merci beaucoup, professeur Toumboua, pour vos éclairages précieux. Merci également à Monsieur Moleka pour son intervention. Avant de conclure, prenons un moment pour réfléchir à l'importance de nos mots en période de deuil, Babel. En période de deuil, Poli, nos mots ont le pouvoir de consoler ou de blesser, de rassembler ou de diviser. Il est crucial de promouvoir des discours qui respectent la dignité de chaque être humain, indépendamment de son identité ou des circonstances de sa mort. En reconnaissant équitablement toutes les pertes, nous valorisons notre humanité commune. Les mots que nous choisissons pour exprimer notre douleur et notre empathie peuvent faire la différence entre un deuil apaisé et une douleur exacerbée par le sentiment d'injustice. Des discours inappropriés peuvent facilement se transformer en discours de haine, alimentant les divisions et les conflits. Promouvons donc ensemble un langage de respect et de compassion. Effectivement, Babel, en période de deuil, chaque mot compte. Utiliser des discours inclusifs et respectueux est essentiel pour honorer toutes les victimes et soutenir leurs familles dans ces moments difficiles. Nous devons donc encourager une communication qui apaise les souffrances et renforce notre solidarité. Évitons de nourrir les divisions et les haines par des discours malvenus. Merci à Christian Omoleka et au professeur Valentin Toumboua qui ont été nos invités. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. C'est le ton qui fait la panique est un programme proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Okapi.
ou à tout moment sur radiookapi.net et habarirdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Okapi et Habari RDC. Encore une fois, merci et au revoir.